Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité et éventuellement, en fonction, vous proposer des stratégies d'investissement de trading les plus adaptées à vos profils de risque. Et pour ce faire, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver régulièrement sur le plateau de TV Finance Philippe Wechter. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Philippe Wechter. Vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management, avec nous pour nous éclairer, nous aider à comprendre le contexte économique et politique français notamment, puisqu'on va parler du budget 2026 dans un premier temps. Philippe, on parle beaucoup de fiscalité, mais jamais de croissance, jamais de productivité. Est-ce qu'on gère la pénurie au lieu de préparer la prospérité ? En fait, on discutait beaucoup il y a quelques semaines de réduction du déficit avec des objectifs de réduction de dépenses et un peu de fiscalité. Le mouvement s'est inversé. Alors, les discussions sur la taxe Zuckman ont mis la fiscalité au premier rang et on voit qu'il y a une espèce d'effervescence fiscale dans tous les sens. et le souci par rapport à cela, c'est que, la croissance, le cycle économique français n'est pas très brillant, même si on a eu 0,5% de croissance au troisième trimestre. Et c'est pas très dynamique. On a vu ce matin les chiffres de l'emploi de l'INSEE qui s'infléchissent. Donc on a une situation très particulière, c'est-à-dire que on contraint davantage l'économie parce que la fiscalité, malgré tout, c'est une contrainte. Alors après, chacun essaye de faire porter la contrainte sur son voisin, mais on n'a pas d'éléments qui soient franchement favorables à une reprise de la croissance, à une reprise de l'emploi. Et ça, c'est clairement préoccupant. On ne parle plus beaucoup non plus de réduction des dépenses, alors que l'idée quand même qu'il faut bien avoir en tête, si on veut à un moment donné stabiliser la dette publique, le ratio dette publique sur PIB, il faudrait que le solde budgétaire primaire, c'est-à-dire hors paiement des intérêts sur la dette, passe de -3, -4 points de PIB actuellement à +1 point. Ça fait 150 milliards d'économies. On peut le faire un peu par la fiscalité, mais aussi beaucoup par la dépense, parce que les dépenses publiques en France sont à un niveau extrêmement élevé par rapport aux pays avoisinants. Donc c'est ça l'ambiguïté du budget aujourd'hui. Et donc hier, vos pairs étaient réunis à Lyon pour les journées de l'économie. En gros, ce qu'il en est ressorti, c'est que pour les économistes et les chercheurs, le risque de déclassement de la France est important, freiné selon eux par un manque d'innovation, d'investissement et de vision stratégique. Ils déplorent également la médiocrité du débat politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec vos confrères ? Alors, sur le déclassement, je trouve qu'il y a un côté un peu tarte à la crème. Ouais, okay. Clairement, il y a des problèmes d'innovation, mais c'est une question très européenne. C'est pas une question spécifique à la France. On voit bien dans les discussions qu'il y a entre la Chine et les États-Unis sur l'intelligence artificielle. On voit bien que le débat est ciblé. L'Europe est un peu en deuxième division. La France ne départit pas des autres. Donc là-dessus, le déclassement, c'est on a un peu tendance en ce moment à battre sa coulpe et à pencher la tête en se disant on est foutu. Donc non, il y a probablement des choses à faire. Mais il est clair que le débat macroéconomique est un peu compliqué. Il est compliqué parce que jusqu'à présent, on avait historiquement une majorité, un gouvernement qui présentait un budget, il y avait des amendements, mais finalement le gouvernement réussissait à faire voter son budget sans forcément utiliser le 49.3. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas de majorité et donc est soumis à tous les tiraillements qu'il peut y avoir à l'Assemblée. Et donc on a ce débat où chacun trouve original de dire on va mettre on va augmenter les taxes sur les GAFAM. Très bien dans l'idée, mais comme ce sont des entreprises qui sont en grande partie en monopole sur la France, les entreprises vont payer ces taxes finalement parce que les GAFAM vont les répercuter sur les entreprises, sur les PME, sur les ETI. Et finalement, c'est une fiscalité bien plus importante sur les entreprises. Donc il
une espèce de vision très concentrée, pas du tout macroéconomique, alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'une vision plus macroéconomique. Oui, c'est ça, donc on manque de vision macroéconomique on totale, manque de clairement stratégie. de stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'économie française au-delà des 3 prochains mois, au-delà de l'échéance électorale de mai 2027 et ça, c'est quelque chose qui manque terriblement. Oui, exactement. On a l'impression qu'aujourd'hui, la France gère son déficit comme on gère une facture d'électricité, en fait, ligne par ligne, et en se demandant si demain on pourra payer ou pas. Voilà, et le problème, c'est ce qu'il y a en dessous de la ligne et ce qu'on doit effectivement mettre en œuvre. Ok, merci Philippe pour ce point sur le budget et la politique française et le manque donc de vision de la classe politique, de vision économique de la classe politique française. On va parler de l'IA maintenant, pas pour vous demander s'il y a bulle ou pas bulle, mais surtout pourquoi est-ce que cette bulle ne s'est pas formée avant ? Parce que ça fait des décennies qu'on parle de l'IA en fait. Oui, mais vous savez qu'il y a eu une rupture avec l'IA générative. Quand 2023, 2024, quand ChatGPT est arrivé d'un seul coup, les choses ont changé. Et puis l'appréhension qu'on en a aussi, les choses vont très très vite. Et l'idée qu'on peut avoir sur l'IA, c'est de dire finalement depuis 20 ans, 30 ans, on a beaucoup d'innovations. Et ces innovations n'ont jamais généré de choc macroéconomique. On voit bien à titre individuel l'utilisation de notre téléphone portable, d'Internet ou d'autres éléments facilite la vie au quotidien. Mais à l'échelle macroéconomique, quand on regarde les données de productivité, on n'a pas de rupture marquée. Et la perception qu'on peut peut-être avoir est que l'IA, alors qui est aujourd'hui très médiatisé, pourrait être l'élément de synthèse de toutes ces innovations, qui se traduirait in fine par un choc de productivité. Un choc positif. Et un choc positif. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Alors, on a des entreprises de belle qualité, des entreprises de grande taille, sur le marché américain principalement, et tous les investisseurs considèrent que si effectivement ça crée un choc de productivité positif, eh bien ces entreprises-là en seront les principales bénéficiaires. Et donc, tout le monde fait le même choix. C'est une espèce de FOMO sur la peur de passer à côté de quelque chose. En fait. Exactement. Et donc, on a cette logique et qui, malgré tout, est fragile parce que on voit bien que la concentration des valorisations, Nvidia est passé au-dessus de 5 000 milliards de dollars, c'est absolument gigantesque. Et on voit bien que la concentration est très forte, que le top 10 des valorisations par rapport au Standard & Poor's est historiquement élevé. Et donc, il y a forcément une interrogation. Et par le passé, quand on a ce genre de choses, très généralement, ça se traduit par une rupture. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la Fed est extrêmement prudente, parce que qu'on voit sur les périodes récentes, c'est que quand il y a un signal sur la hausse des taux, d'une manière ou d'une autre, que ce soit volontaire de la Fed ou d'autres choses, eh bien, ça change les perspectives des investisseurs et on prend le risque de voir ce mouvement s'inverser très rapidement. Et ce mouvement, il a été très fort. Il ne faut pas se louper là-dessus. Jita Gopinath, qui est l'ancienne numéro 2 du FMI, a fait un petit calcul. Elle a publié un article dans The Economist il y a une quinzaine de jours. Elle fait un petit calcul. Elle dit, rappelez-vous, en 2000, il y a eu la bulle Internet, la nouvelle économie. On a eu un ajustement qui est assez brutal. Puis on reprend le même choc, sans en rajouter, eh bien, ça équivaut à une baisse de valorisation dont l'ampleur est de l'ordre de 70% du PIB américain. Donc c'est quelque chose de très fort. Et c'est un peu ça aujourd'hui le risque dans cette bulle. Alors, toutes les entreprises... Alors, il y a deux choses à voir là-dessus. On a, quand on regarde les graphiques, et Bloomberg avait fait un très beau graphique
sur une espèce de circularité entre les... Oui, c'est ça, mais justement, donc ça veut dire que c'est le risque finalement... Vous nous expliquez que le risque d'éclatement de cette bulle finalement représente un risque systémique pour l'économie américaine. Mais d'un autre côté, c'est ce graphique de Bloomberg qui nous dit aussi que cette bulle, elle pourrait n'être que sectorielle, puisque c'est limite que de la consanguinité entre... Oui, mais justement, c'est le problème, c'est si c'est de la consanguinité, ça veut dire que s'il y a une chute... C'est tout le secteur. Le secteur est affecté. Alors, toute la difficulté à laquelle on est confronté est de savoir sur ces entreprises de l'IA, quelles sont celles qui seront pérennes ou celles qui vont être fragilisées. Il y en aura forcément. Il y en aura forcément. Exactement. C'est ce qui met et c'est toute la difficulté pour les analystes de savoir séparer le bon grain du vrai. Exactement, d'autant plus que cet été, un rapport du MIT nous expliquait que 97% des investissements des CAPEX dans l'intelligence artificielle ne sont pas rentables. Donc, pour l'instant, 97%, ça englobe tout le monde, en fait. Ça englobe tout le monde. On est d'accord. Bon, bah écoutez. Non, mais c'est une situation qui, pour l'instant, se prolonge, mais sur lesquelles on doit forcément être attentif. Ok, très clair. Bah écoutez, merci Philippe pour ces précisions. Dernier petit commentaire sur l'actualité. La Cour suprême hier était jugée de la constitutionnalité des droits de douane de Donald Trump, de l'administration Trump. A priori, même si la moitié de la Cour suprême est républicaine et d'obédience républicaine, il se pourrait qu'ils émettent des doutes, voire donc qu'ils les déclarent inconstitutionnels. Est-ce que c'est inquiétant et alarmant pour les marchés financiers? Alors, effectivement, la situation a été examinée hier par la Cour suprême. La décision ne sera prise que dans plusieurs semaines. Exactement. Donc, il y a eu hier des commentateurs, des membres de la Cour qui ont fait des commentaires qui ont été interprétés comme plutôt défavorables à Trump. Donc ça, c'est une première étape. On va avoir probablement d'importantes négociations d'ici les décisions. Donc il est un peu trop tôt pour dire que ce sera comme ci ou comme ça. Mais cette décision sera de toute façon extrêmement importante sur le devenir de Trump à la Maison-Blanche et l'orientation qu'il va imprimer à l'économie et à la société américaine. Parce que là, très clairement, l'idée qui est soumise, c'est de dire Trump s'est emparé des droits de douane, a pris des décisions sous une forme d'urgence absolue. Il fallait démontrer l'urgence absolue, d'une part, et puis les droits de douane, c'est une question liée au Congrès. C'est le Congrès qui, normalement, doit décider. Donc, il y a une espèce d'urgence qui a été saisie par la Maison-Blanche. Est-ce que c'était constitutionnel ou pas? C'est ça la question qui est posée, mais ça veut dire que, sur d'autres sujets, le rapport de force entre la Maison-Blanche et la Cour suprême va évoluer, et cet élément-là va être au cœur de cette évolution. C'est ça qui va nous intéresser en premier chef sur cette analyse de la Cour suprême. Oui, c'est ça, c'est un peu ce que l'on avait tous en tête quand Donald Trump est revenu au pouvoir, c'est est-ce qu'il va être mis face à de véritables contre-pouvoirs, en fait. Exactement, c'est toute la difficulté. Alors, on a vu les élections il y a 2 jours. Exactement. Pour l'instant, ça va c'est pas annonciateur de quelque chose. Pour l'instant, c'est trop compliqué parce que on voit bien que le nouveau maire de New York et le gouverneur de Virginie, qui sont tous les deux démocrates, ne représentent pas n'ont pas d'éléments aussi similaires qu'on pourrait l'imaginer. Ok, très clair. Bah écoutez, merci beaucoup Philippe, je vais vous libérer malheureusement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Philippe Bechter. Avec grand plaisir. Vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management, avec nous régulièrement pour nous aider à comprendre le contexte des marchés financiers. Je vous en remercie beaucoup. Très bonne journée, à très bientôt. Merci, à bientôt. Nous on marque une courte page de publicité, on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.